Cet après-midi, je vous raconte un lieu peuplé de rois du rock, où la véritable histoire d'Hérouville, le château rock'n'roll. Comment ce château abandonné du XVIIIe siècle dans le Val d'Oise est-il devenu le plus mythique des studios des années 70 ? Quels artistes de légende s'y sont succédés ? Quelle époque révolue l'histoire de ce studio nous raconte-t-elle ? Europe 1, 15h-16h, historiquement vôtre. le récit, Stéphane Bern. Nous sommes en janvier 1977 dans le Val d'Oise, bien loin de la terre natale de ces trois garçons qui débarquent par un beau matin du côté d'Hérouville-en-Vexin, à une petite dizaine de kilomètres de Cergy-Pontoise. Les trois frères qui sont nés du côté de l'île de Man, mais qui ont grandi en Australie avant de retrouver l'Angleterre au milieu des années 60, sont célèbres, très célèbres même. Mais personne ou presque ne les reconnaît dans ce petit village de 500 âmes. On ne peut pas les rater pourtant avec leur tête de surfeurs, leurs cheveux blonds. Mais pas de horde de fans à signaler pour les frères Gibb qui ont réussi l'étonnant virage musical qui les a fait passer de la pop au disco. Le rythme, les mélodies, les arrangements, tout a changé, sauf le nom du groupe, les Bee Gees. Mais si les Bee Gees sont à Hérouville, ce n'est pas pour profiter du calme et de la douceur du Val-de-Marne. Ils sont là pour travailler dans le vaste studio qui se cache derrière les murs d'un château déjà mythique dans le petit monde de la musique et du showbiz, le château d'Hérouville. C'est là, dans cette immense demeure de plus de 3 siècles, que va naître l'une des bandes-son les plus emblématiques des années 70, celle d'un film sur lequel vous avez tous dansé à un moment ou à un autre en essayant d'imiter John Travolta, Saturday Night Fever, la fièvre du samedi soir, un carton planétaire qui doit beaucoup à quelques tubes de légende, à commencer par celui-ci. L'histoire retiendra que c'est bien dans le grand escalier du manoir d'Hérouville qu'est né Staying Alive, qui reste a priori comme le seul tube disco enregistré dans un authentique château du XVIIIe siècle. Mais l'histoire ne retiendra pas que lui. À Hérouville, le style musical des Bee Gees est resté une exception. Pendant 15 ans, ce ne sont pas les rois du disco, mais plutôt la fine fleur du rock mondial qui s'est pressée dans les studios du château pour s'y mélanger avec les grands noms de la chanson française. Le soir, on pouvait tomber sur Iggy Pop et David Bowie dans la cuisine avant de rejoindre Jacques Higelin ou Eddie Mitchell sur les bords de la piscine, puis d'aller serrer la main d'Elton John ou des Grateful Dead du côté du terrain de tennis. Et comme le rock sera toujours le rock, Dieu sait qu'il s'en est passé de belles dans ce lieu improbable. Un lieu qui doit tout à l'homme qui a créé des studios de légende, son nom, Michel Magne. Avant de devenir un véritable temple de la musique en général et du rock'n'roll en particulier, le manoir d'Hérouville est d'abord un château qui fêtera bientôt son 300e anniversaire, puisqu'il date du règne de Louis XV, de 1740 exactement. Au fil du temps, des révolutions et des changements de propriétaires, la gentilhommière aura connu bien des bouleversements, au point de servir de relais de poste au début du 19e siècle, avant d'abriter les amours romantiques en diable de George Sand et Frédéric Chopin. On raconte même que c'est au château d'Hérouville qu'on a d'abord abrité le cœur du musicien après sa mort, ce qui vaut au manoir une solide réputation de demeure hantée. Quoi qu'il en soit, on ne fait pas plus romanesque. Et cette histoire n'est pas pour rien dans le coup de foudre que Michel Magne sent monter en 1962 alors qu'il cherche un lieu paisible à la campagne pour y travailler. À cette date, Michel Magne est déjà une référence dans le petit monde des compositeurs français. À 32 ans, on l'apprécie pour son talent, comme pour son éclectisme et sa curiosité. Cette curiosité qui lui permet de naviguer de la musique expérimentale à la variété en passant par la télévision. On lui doit déjà le générique d'une émission devenue mythique, 5 colonnes à la une. Mais on ne s'offre pas un château comme ça, surtout quand le fantôme de Frédéric Chopin se balade dans les couloirs. L'acquisition se fait tout de même grâce à l'aide du peintre Jean-Claude Dragomir, un ami de Michel Magne, qui accepte de l'acheter avec lui sur la base d'un principe simple, à chacun son aile. Dans la sienne au nord, Michel Magne ne tarde pas à faire aménager les combles pour créer une salle d'enregistrement dernier cri avec un piano à queue, un orgue électrique
et la foule d'instruments qui lui permettent de composer. Les projets s'enchaînent alors. Entre 1962 et 1965, Michel Magne compose quelques-unes des bandes originales les plus célèbres de son époque, comme celle d'un Singe en hiver de Fantomas, d'Angélique Marquise des Anges, et surtout, des cultissimes Tonton Flingueur. Eh oui, c'est aussi lui. Ce générique, c'est lui, et c'est d'ailleurs encore lui qu'on devine derrière le personnage d'Antoine, joué par Claude Rich, l'amoureux farfelu de Patricia, dont la musique expérimentale et le côté provocateur ont le don de les briser menus à Lino Ventura, alias Tonton Fernand. En 1965, Jean-Claude Dragomir meurt brutalement dans un accident de voiture. Une fois le choc passé, Michel Magne décide de racheter l'aile qui lui appartenait à ses héritiers. Mais il faut croire que la demeure a quelque chose de maudit, parce qu'un vaste incendie ravage l'aile nord 4 ans plus tard, celle où Michel Magne travaille et celle où il stocke toutes ses archives et ses bandes magnétiques. C'est un désastre. Mais Michel Magne rebondit en décidant d'aménager l'aile sud cette fois, où il installe un vaste studio d'une centaine de mètres carrés, un lieu parfait pour faire de la musique, avec 6 mètres de hauteur sous plafond. C'est splendide, oui, mais ça coûte cher. Pour financer les travaux, le compositeur décide de créer une structure commerciale, la SEM, Société d'enregistrement Michel Magne. L'idée est toute bête. Plutôt que d'être le seul à travailler dans un studio trop grand pour lui, le nouveau châtelain se dit qu'il a tout intérêt à rentabiliser son équipement en le louant à d'autres professionnels de la musique et du son. Si Michel Magne ne manque pas de contact pour amorcer la machine, il y a tout de même un problème. Vu de Paris, son château n'est pas la porte à côté. Alors Michel Magne a une idée pour attirer les artistes jusque dans son repère du Val-de-Marne. Pourquoi ne pas aller plus loin que de simples séances d'enregistrement en proposant une sorte de villégiature artistique où l'on peut travailler, dormir et manger. Un refuge en somme, et un refuge d'autant plus sûr qu'avec la distance, personne ne viendra déranger ses visiteurs. Il y a là un seul mot d'ordre, enfin disons 3, la liberté, la discrétion et la tranquillité. Et puis, le lieu s'y prête avec ses 57 pièces, sa piscine et son terrain de tennis, sans compter son vaste parc et quelques flippers installés par-ci par-là. Ça n'a peut-être l'air de rien vu d'aujourd'hui, mais en 1969, année érotique, le concept de studio résidentiel est une petite révolution. Le Strawberry Studio, puisque c'est son nom, n'est que le 2e au monde et le premier en France à proposer ce type de séjour en résidence aux producteurs et aux artistes. Un lieu où l'on peut tout faire dans une atmosphère d'autant plus propice qu'on y garantit un certain standing, avec un chef aux cuisines, une cave bien remplie et un personnel trié sur le volet. Michel Magne ne le sait pas encore, mais tout est prêt pour que son château devienne l'un des lieux les plus mythiques de la scène rock. L'activité commence doucement les 2 premières années en 1969 et 1970, tellement doucement qu'il ne se passe pas grand-chose à Hérouville, du moins sur le plan professionnel. Sur le plan personnel, c'est autre chose. Au lendemain d'un divorce compliqué, Michel Magne retrouve le sourire en croisant une jeune femme qui ne tarde pas à devenir sa 2e épouse, Marie-Claude. Le véritable départ du Strawberry Studio date donc de 1971. Mais le démarrage se fait sur les chapeaux de roue. En 3 ans à peine, le manoir d'Hérouville devient the place to be, bien servi par la bande de jeunes gens de talent qui entourent Michel Magne, des ingénieurs du son qui connaissent leur affaire sur le bout des doigts, comme Andy Scott, Gilles Salé ou Dominique Blanc-Francard, le futur producteur de Stéphane Escher. Tous sont des ingénieurs du son hors pair, mais aussi des bidouilleurs de génie, toujours prêts à tester d'autres manières de capter des notes et du son. En 3 ans, la liste des artistes qui poussent les grilles du château est tout bonnement ahurissante. Dans la foulée de T-Rex, le groupe de Marc Bolan, toute la fine fleur du rock se passe le mot pour poser ses valises dans ce petit bout du Val-de-Marne. Après T-Rex, on voit débarquer David Bowie, Cat Stevens, Elton John et les Pink Floyd, pour ne citer que. Tout le rock anglais est là, à un moment où il se transforme pour explorer d'autres univers, du glam au hard rock, en passant par le psychédélique ou par les prémices du punk.
Le studio tourne sans cesse, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ou presque. On fait chauffer les consoles sous les poutres du premier étage, là où la musique sonne si pure et si claire, si lumineuse, que les plus exigeants des artistes en restent baba, à commencer par les Pink Floyd, qui enregistrent Obscured by Clouds au mois de mars 1972. L'album, qui sert de BO au film La Vallée de Barbet Schroeder, contient quelques bijoux, comme le single Free 4. Elton John, qui ne jure que par Hérouville, y enregistre pas moins de 3 albums de son côté, dont le fameux Goodbye Yellow Brick Road et Hanky Chateau, un disque dans lequel il fait référence au manoir et sur lequel on peut entendre le tube Rocketman. La France est bien présente aussi à Hérouville grâce, entre autres, au légendaire Magma de Christian Vander avec son jazz rock hypnotique. Même l'Amérique pointe son nez grâce au Grateful Dead, dont le concert en 1971 restera dans les mémoires des participants. Tout le village est là pour un set d'autant plus apprécié que beaucoup finissent dans la piscine, bien aidés par les quelques substances illicites qu'on avait, dit-on, rajoutées dans le champagne qui coulait à flot. On aurait effectivement du mal à jurer qu'ils respectaient strictement la loi sur les stupéfiants du côté d'Hérouville. Derrière les grilles, l'atmosphère est aussi professionnelle dans les studios que libertaire et relâchée en dehors. Personne n'a jamais fait de bonne musique en jouant défoncé, mais les temps morts sont ceux des expériences en tout genre. Les mœurs sont plus libres aussi. Le Summer of Love de 1967 n'est pas si loin. L'heure est à la Marie-Jeanne, au LSD, à la liberté de jouir sans contrainte. Jacques Higelin en sait quelque chose. Quand David Bowie débarque au château avec Iggy Pop en 1977, celui qu'on surnomme l'Iguane ne tarde pas à tomber sous le charme de la compagne du chanteur Quaylan Nguyen. Leur brève romance a inspiré China Girl à Iggy Pop, un tube de légende repris plus tard par David Bowie. Protégé des paparazzis par ses arbres et ses murs, Hérouville est un havre de paix qui sent l'herbe fraîche dans tous les sens du terme, oui. Mais c'est aussi un lieu protégé de la curiosité épuisante des fans et des médias. La créativité déborde dans un lieu où tout le monde est aux petits soins pour les artistes, servis par une bonne quinzaine de salariés. Un gardien, un jardinier, un intendant, 2 femmes de ménage, 2 cuisiniers, un menuisier, 2 hôtesses, tout cela sans compter avec l'équipe technique et les ingénieurs du son. Avec des frais de fonctionnement pareils, la question de la rentabilité se pose très vite. Pour s'y retrouver, Michel Magne ouvre un second studio, le Chopin, qu'il installe au rez-de-chaussée d'une des dépendances en 1972. Mais le verre est dans le fruit. Michel Magne est un compositeur de talent, pas un producteur de métier, encore moins un gestionnaire. L'argent coule à flot à Hérouville, mais il sort plus vite qu'il ne rentre. Fatigué de faire ce métier qui n'est pas le sien, Michel Magne confie les clés du site à l'été 72 au patron des studios d'Avoue, Yves Chamberlain. Il garde le château, mais il lui cède la société qu'il a fondée pour un franc symbolique, avec l'équivalent aujourd'hui de 600 000 € de dette. La gestion se fait plus rigoureuse. On taille dans toutes les lignes budgétaires et David Bowie se plaint d'ailleurs de manger beaucoup de patates pendant qu'il enregistre son album Pin-Ups fin 73, mais rien n'y fait. Après 6 mois seulement, Chamberlain jette l'éponge et déserte en laissant plus d'1 million de dettes derrière lui. À la fin de l'année 1973, le château d'Hérouville est abandonné une première fois. Mais il existe un vieux dicton qui dit que le rock'n'roll ne meurt jamais, et c'est vrai. Le château s'apprête à connaître une seconde vie. L'hiver 73-74 est difficile. Les gamins du village se font un plaisir de descendre les vitres au lance-pierre et de squatter le parc et le château délaissé ouvert à tous les vents. Les fils pendent des consoles et des enceintes qui restent. La moisissure a tout envahi en se glissant dans les pièces désertées avec leurs portes-fenêtres béantes. Michel Magne pourtant ne renonce pas et cherche un nouveau gérant. Ce sera le bassiste du groupe Magma, Laurent Thibault, qui se retrouve responsable à moins de 30 ans d'un site qui bat de l'aile. Mais le musicien relève le gant au printemps 74. Il commence par virer les squatteurs, nettoie le site et fait feu de tout bois, quitte à passer par Emmaüs pour remplacer les meubles moisis et abîmés. Et comme dans un conte de fées, le château se réveille. Le début des années 70 était celui de l'âge d'or, la suite relève du mythe. Un seul studio est encore utilisable les premiers temps, celui de l'aile sud, mais qu'à cela ne tienne, on l'équipe de ce qui se fait de mieux, et les stars reviennent. Tom Jones, Jacques Higelin, Magma, David Bowie, Fleetwood Mac, Charles-Élie Couture, Eddie Mitchell et les Bee Gees, qui débarquent en 77
avec de quoi mettre quelques paillettes dans un univers qui reste très rock. Très rock et même métal. En 1978, quand Ritchie Blackmore, le très ombrageux guitariste de Deep Purple, débarque avec les petits gars du groupe Rainbow. Ce n'est rien de dire que leur son fait trembler les vénérables murs de la vieille demeure bien servie par la voix stupéfiante de Ronnie James Dio, le chanteur de Black Sabbath. Au cœur des années 70, pour équilibrer les finances toujours fragiles du château, on n'hésite pas à louer le site à des projets quelque peu décalés, comme le tournage du film Mes nuits avec Alice, Pénélope, Arnold, Maud et Richard, un film qualifié généreusement d'érotique, pour ne pas parler de pornographie pure et dure. Le temps n'étant pas aux fausses pudeurs, le courant passe bien entre l'équipe du film et les artistes présents, parmi lesquels un certain Johnny Hallyday. L'idole des jeunes va même jusqu'à prêter l'une de ses voitures à la production pour le temps du tournage, avant de prendre la pause avec les actrices du film, fort peu vêtues, ma foi. Le cliché fera la joie de Claude François, qu'il a publié en couverture du Nouvel Absolu, le journal quelque peu coquin qu'il avait lancé pour concurrencer le magazine Lui. L'ambiance est parfois surréaliste, et une fois encore, ce n'est pas Jacques Higelin qui dira le contraire. Présent sur le site au même moment que les Anglais du groupe Rainbow, le pauvre Higelin est aux premières loges pour assister à de purs moments de rock'n'roll. Quand elle ne balance pas des œufs sur le chanteur au beau milieu d'un enregistrement, la bande de Ritchie Blackmore passe son temps à rejouer la guerre de 100 ans en lançant des javelots au petit bonheur la chance à travers le parc. Si la légende veut qu'Higelin en ait retrouvé implanté jusque dans la porte de sa chambre, c'est le clavier du groupe qui était visé et qui finira d'ailleurs par quitter les lieux. Tout ça, quelques jours avant que la joyeuse bande ne balance au feu la belle radio de son père après une soirée très arrosée. Qu'on se rassure, il y aura tout de même une forme de réconciliation avec une partie de foot homérique que les Britanniques remportent haut la main, 23-2 tout de même, mais il faut dire que les Français jouaient en Santiago. Cette atmosphère de bamboche et de vie nocturne passablement foutraque ne change rien à la qualité des albums enregistrés et produits à Hérouville pendant 10 ans. Nina Hagen, David Bowie, Bernard Lavilliers, Jethro Tull, Cat Stevens, Tom Jones et Fleetwood Mac, qui enregistrent l'album Mirage à Hérouville en 1982, passent ou repassent par les studios, comme le fera aussi le grand Claude Nougaro. Mais la solide demeure d'Hérouville reste un château de sable financier, un gouffre qui demande un engagement de tous les instants. Constamment pris à la gorge, Laurent Thibault fait des merveilles pour retarder l'échéance, mais la liste des créanciers s'allonge au début des années 80. Même s'il s'est éloigné de la gestion du site, Michel Magne ne le supportera pas. Dans son autobiographie « L'amour de vivre », publiée en 1980, le compositeur avait eu cette phrase prémonitoire « Hérouville était trop beau pour être vrai, attirait trop de convoitises, trop de jalousie, et je fus puni d'être heureux. » Le 19 décembre 1984, la veille du jour où le tribunal de commerce de Pontoise s'apprête à prononcer sa liquidation judiciaire personnelle, le compositeur s'arrête à quelques kilomètres d'Hérouville, à l'hôtel Novotel de Cergy-Pontoise. C'est là que Michel Magne se suicide en avalant une dose mortelle de barbiturique quelques semaines après avoir livré sa dernière composition pour le cinéma, la bande originale des Misérables, réalisée par son ami Robert Hossein. Il avait 54 ans. Quelque chose s'est irrémédiablement brisé cette nuit-là, dans cette chambre d'hôtel de Cergy-Pontoise. Le studio d'Hérouville a perdu son créateur et sans doute un peu de son âme. L'année suivante, à l'été 1985, l'épée de Damoclès finit par s'abattre. Après 15 ans d'aventure et 300 albums, le studio d'Hérouville est dissous et la vie d'expulsion parvient au château que Laurent Thibault doit quitter, la mort dans l'âme. L'aventure d'Hérouville, cette fois, semble bel et bien terminée. Et pourtant, la fin du studio en 1985 s'explique bien sûr par un modèle économique impossible à tenir, mais pas seulement. Le modèle de studio résidentiel n'attire plus grand monde. Dans une époque où tout est minuté, les artistes et leurs producteurs n'ont plus la même disponibilité qu'avant pour aller passer plusieurs jours dans un site comme celui d'Hérouville, resté 1368 art dans l'âme. Mais la mort du site s'explique aussi par le fait qu'au début des années 70, le studio a largement raté le passage progressif de l'analogique au numérique, peut-être par nostalgie, peut-être aussi parce que la froideur de l'informatique n'a jamais convaincu Laurent Thibault et ses comparses. Tandis que Laurent Thibault
se lance dans d'autres aventures à Auvers-sur-Oise, là où Van Gogh a lui aussi mis fin à sa vie, le château s'endort à nouveau, heureusement protégé des vautours de l'immobilier par le classement d'une partie du site aux monuments historiques. Le propriétaire doit se résoudre à abandonner ses rêves de complexe hôtelier de luxe pour ouvrir un magasin de produits d'équitation qui ne prendra jamais vraiment. En 2005, Jean-Louis Aubert loue bien le site pour travailler sur l'album Idéal Standard, mais c'est un hommage au site, plus qu'une reprise. Mais comme il y a toujours des miracles dans le rock'n'roll, la musique est revenue petit à petit au château. On est loin de la flamboyance du début des années 70, bien sûr, mais le manoir a été racheté en 2015 par un collectif d'ingénieurs du son. En 2016, un nouveau studio d'enregistrement a rouvert ses portes, doublé d'un centre de formation au métier du son. La vie a repris sous les arbres au gré des enregistrements qui ont réuni depuis quelques figures de la scène actuelle, du groupe pop anglais métronymé en passant par Asaf Avidan, Mathieu Chédid, R, Camille, Lou Doyon ou l'immense Sting en personne, passé par Hérouville pour une session retransmise à la télévision. Hérouville est mort. Vive Hérouville. Europe 1, historiquement vôtre. Laurent Jaoui, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Et puis avec nous, une voix connue des auditeurs qui est restée aussi avec nous. Joe Hume, vous animez, et Joe, le rendez-vous musical d'Europe 1 entre 21h et 22h chaque soir. Joe, vous aussi raconté l'histoire dans votre émission. En quoi le château d'Hérouville est un lieu incontournable de l'histoire du rock? Eh ben écoutez, moi je trouve qu'il y a quelque chose d'assez rare finalement dans l'histoire du rock, c'est quand le fond et la forme s'assemblent. Souvent quand on écoute un album de rock, il y a toute la démesure qui va avec ce genre d'enregistrement, et quand on se renseigne sur les studios, la manière dont ça s'est enregistré, la démesure est rarement autant au rendez-vous que sur le disque. Alors que les albums qui se sont enregistrés à Hérouville, on sent qu'en réalité toute la démesure nécessaire pour enregistrer de tels albums était là dans le château, d'une part apportée par la personnalité hors norme du Michel Magne, et puis ensuite par toute l'atmosphère qui a été créée et développée là-bas par les artistes qui s'y sont succédés. Et je pense que c'est cette synergie-là, une alchimie, comme on aime bien dire, pour faire un bon album de rock, il faut une bonne alchimie entre les membres du groupe, les producteurs. Et je pense que cette alchimie, elle était là, existante dans les murs du château. Et c'est ce qui en a fait ce lieu aussi mythique, je pense. C'est ma vision de la chose, en tout cas. Laurent Jaoui, vous avez consacré un livre qui nous a d'ailleurs permis d'enrichir ce récit à ce haut lieu du rock'n'roll qui est en train de renaître de ses cendres. Pour ce livre, Hérouville, le château hanté du rock, vous avez recueilli des dizaines de témoignages de ceux qui ont connu les grandes heures du château dans les années 70. Comment est-ce qu'ils décrivent ce lieu? Qu'est-ce qui vous est revenu au fond? Le mot magie. Ils décrivent le lieu comme un endroit magique. Vous l'avez bien expliqué dans votre récit, et Joe en a parlé. Il y a des murs qui parlent, et ceux du château d'Hérouville en font partie, c'est-à-dire que c'est un tout, et enregistrer là-bas a été pour la plupart des artistes, qu'ils soient anglo-saxons ou français, une expérience de vie indélébile dont ils se souviennent, pour ceux qui sont encore de notre monde, des décennies plus tard, parce qu'ils y ont vécu, parce qu'ils étaient, vous l'avez souligné, et c'est très important, en résidence. C'était un studio résidentiel, donc ils ne faisaient pas que travailler, ils y vivaient aussi le temps de l'enregistrement, et ils ont été très marqués par cet endroit, à la fois très proche de Paris, dans le Val d'Oise, à 35 minutes de la capitale, et totalement protégé au milieu de ces champs que Van Gogh a magnifiés. Et ce mélange, cet entre-deux, ce lieu un peu improbable, a fait en sorte qu'en termes de création, ils ont pu pour la plupart placer la barre très très haut. À cette époque-là, il faut préciser qu'on enregistrait, on disait où on enregistrait son album, parce que ça donnait un cachet, ça plaçait l'artiste dans une catégorie, c'était... Alors, si vous me posez la question à moi, mais peut-être que Laurent Jaoui pourra préciser, mais je pense que c'était en tout cas important pour les artistes et les artistes entre eux, parce que finalement, le public, rares sont ceux, c'est vraiment une minorité qui retournait la pochette ou qui allait regarder dans les crédits où avait été enregistré un album, qui l'avait produit. Ce sont vraiment les aficionados qui regardaient ça, mais en revanche, le mot se passait entre les artistes, entre les labels, et donc oui, enregistrement à Hérouville, même quand ce n'était pas précisé sur la pochette de l'album. Il y a des albums où ce n'est pas inscrit que ça a été enregistré à Hérouville, mais ça se savait, et c'est ce qui a participé également au fil des ans à faire la réputation de cet endroit. Voilà, je ne sais pas si Laurent pourrait rajouter quelque chose.
Ben, c'est tout à fait juste. Le grand succès du château d'Hérouville, c'est d'abord un excellent bouche à oreille. Elton John et David Bowie, qui sont arrivés au début des années 70, en ont parlé à leurs confrères britanniques et même américains. La venue de Marc Bolan a été très importante parce que lui-même en a parlé à beaucoup de gens autour de lui. Hérouville, c'était un label, comme un tampon, vous voyez, comme un gage de qualité. Et évidemment que ça a joué. Ça, c'est pour les raisons avouables. Les raisons un peu moins avouables sont fiscales, figurez-vous, parce que évidemment, on en revient toujours à l'argent. À l'époque, les groupes britanniques payaient moins d'impôts s'ils passaient plus de 6 mois de l'année à l'étranger. Alors évidemment, venir en France quelques mois pour enregistrer un album permettait d'obtenir de l'exonération fiscale, et c'est entré aussi en ligne de compte. Mais bon, on va faire en sorte que l'histoire ne retienne pas trop cet argument, parce qu'évidemment, il est vénal là. Mais en dehors de ces raisons fiscales, comment Michel Magne puis Laurent Thibault ont réussi à attirer autant de monde? Les artistes, vous l'avez dit, se disaient le mot, ils se passaient le mot, les maisons de disques aussi. Mais est-ce que le son était bon? Est-ce que Oui, le son était parfait. Les bois des studios sont pour les techniciens totalement remarquables. C'est notamment du bois luné du XVIIIe siècle, qui est un bois très particulier qui rend une réverbération et un écho tout à fait fantastique. Un garçon comme Elton John, quand il est venu, a été très impressionné par l'acoustique des lieux et a même fait encastrer dans les murs du studio des enceintes de marque Westlake qu'il a fait venir d'Amérique du Nord pour rendre encore l'ensemble plus performant. Et donc oui, bien sûr que cette acoustique-là, que cette réverbération, que ce son particulier, les musiciens, on en revient au bouche à oreille, s'en parlaient les uns les autres en disant « va à Hérouville » parce que outre le fait qu'on y vive dans des conditions exceptionnelles, parce que ça entre aussi en ligne de compte et ça répond en partie à votre question. Mais oui, il y avait des conditions d'enregistrement exceptionnelles quand même. Et de vie. Et de vie. Hauteur sous plafond. De vie. Hauteur sur plafond, mais... Oui, la vie était sympathique. C'est ça, non, mais c'est ce qu'on disait, en gros, c'est que les deux, enfin plusieurs aspects s'alignent, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un confort d'enregistrement qui est inégalé en Europe. Et puis, il y a, comme vous le disiez, le gîte et le couvert qui font que ce sont des expériences de vie qui se vivent là-bas. Et donc, tout ça joue, évidemment. Ça va beaucoup plus loin que au tout départ, le lancement de la machine se fait avec le carnet d'adresses de Michel Magne, qui est quand même assez rempli. Mais il faudra vraiment que les artistes viennent et s'aperçoivent par eux-mêmes de ce que représente l'âme de ce lieu pour que la machine démarre véritablement. Il faut bien comprendre, Stéphane, que c'était un art de vivre à la française, c'est-à-dire d'abord des chefs cuisiniers, de la très bonne gastronomie, les vins grands crus qui accompagnent ça, des hôtesses, une logistique hors norme, une piscine, un cours de tennis, vous l'avez dit, des flippers, des baby-foot, une table de tennis de table, tout ce qui était présent pour faire en sorte que le temps soit très très agréable. Et surtout l'échange entre artistes. Dans la salle à manger commune, vous pouviez échanger avec des collègues, des concurrents, mais des gens avec lesquels vous aviez quand même des choses en commun. Et ça, c'est inégalable. Et puis même des gens qui n'étaient pas forcément amenés à se croiser. Quand on voit des clichés de Jacques Higelin au piano pendant que Patti Smith est accoudée sur on se dit que bon, il y a des rencontres qui ne se seraient probablement jamais passées en dehors de ces murs-là et qui participent à la magie du lieu aussi. Alors, je vous ai fait travailler, je reconnais, Joe Hume. Le Château d'Hérouville a inspiré certaines chansons, certains disques. Quels sont les plus emblématiques? Alors, c'est difficile de ne pas penser au Honky Château de Elton John, dont le titre même est un hommage au Château d'Hérouville. Je crois d'ailleurs que c'est vraiment l'album emblématique inspiré par le château. Peut-être que Laurent Jaoui on aura d'autres qui sont un petit peu moins célèbres. Moi, j'avais surtout mis de côté des albums qui, selon moi, étaient important enregistré là-bas parce que ailleurs qu'au château ça n'aurait pas pu se faire. Quand vous parliez tout à l'heure des Bee Gees par exemple, de Stayin' Alive, la manière dont la voix, les harmonies vocales des Bee Gees sonnaient dans le grand escalier du château était tellement ahurissante que c'est là qu'ils ont enregistré la chanson. Donc sans ce château, peut-être que cette chanson-là n'aurait pas du tout sonné de la même manière. Quand on écoute les a cappella, par exemple, des Bee Gees enregistrés au château, c'est assez impressionnant, la clarté du son. Jacques Higelin aussi. Bah, tiens, écoutez.
Feel the city breaking and everybody shaking and we're staying alive, staying alive. Ah, 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 staying alive, staying alive. Ah, 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 staying alive. Voilà. Je pense que un extrait clair. parle mieux que, Oui. parle mieux que de grandes phrases. Et Laurent Jaoui, vous vouliez ajouter quelque chose? Je reste persuadé, Stéphane, que, évidemment, Anki Château, Staying Alive, la chanson de Jacques Higelin, Champagne, Ouais. extrait de l'album Champagne pour les uns, caviar pour les autres, n'aurait pas pu être écrite de cette manière-là s'il ne l'avait pas enregistré au château. Il faut rappeler que Jacques Higelin vivait au château. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il a Oui. tellement aimé cet endroit, il en est tombé amoureux, et il y a vécu avec femme et enfants le temps de 4 albums là-bas. Ouais. Et quand vous écoutez Champagne, il y a cette atmosphère qui précède un peu, vous savez, Harry Potter. Oui. On est 10 ans avant ou 15 ans avant Harry Potter, et on sent bien cette atmosphère un peu fantastique et maléfique que parfois les châteaux peuvent retranscrire. Et une chanson comme Champagne et tout cet album est habité aussi de l'état d'esprit qui régnait au château à l'époque. Comme je lui fais remarquer 2-3 pendus attablés qui sont venus sans cravate. Ah, il fait remarquer. Elle me lance un œil hagard et vomit sans crier gare quelques vipères écarlates. Vampire ébloui par de l'ubérique vestale, égéries insatiables chevauchant des valkyries, infernales appétits de frénésie bacchanale qui charment nos âmes envahies par la mélancolie. Laurent Jaoui, ça ne vous a pas échappé. Dans ma vie, j'ai raconté beaucoup d'histoires de châteaux. Il s'est passé beaucoup de choses et pas toujours très catholiques. Là, l'ambiance semblait davantage sexe, drug and rock and roll. Du rock, oui, mais aussi beaucoup de filles, beaucoup d'alcool, beaucoup de drogue, non? Il faut se rappeler de l'époque, en tout cas se remémorer. Vous l'avez bien expliqué dans votre introduction. Le texte, le château a vécu ses plus belles années juste après mai 68, à l'époque où il était interdit d'interdire. On est effectivement dans des années de libération complète, et évidemment que les gens vivent, on va le dire en mettant des guillemets, mais quasiment en communauté, et que on veut vivre sans entrave ni contrainte. Et évidemment que la fameuse formule de John Lewis, Sex, Drugs and Rock'n'Roll, s'applique très bien au château, même si il faut toujours rappeler qu'on a tendance à magnifier un peu les faits et revenir souvent en enjolivant. En étant sous l'emprise de la drogue, on n'arrive pas à composer, ça c'est sûr, et tous les musiciens vous le disent. En revanche, entre les phases d'enregistrement, ça permet quand même de se libérer un peu l'esprit et de favoriser la création. Donc oui, pour répondre à votre question, des femmes, il y en a eu beaucoup au château, des soirées où les choses ont un peu débordé, il y en a eu, et de la drogue, il y en avait aussi énormément au château, et tous les intervenants, tous ceux qui ont eu la chance d'y vivre, reconnaissent qu'ils abusaient un peu sur des produits illicites. Il n'y avait pas que des Marlboro légères qui circulaient là-bas, ça c'est sûr. Est-ce que ça existe encore il y a encore des lieux comme ça où on peut vivre cette utopie musicale, où ça n'a plus cours aujourd'hui? Alors, peut-être que Laurent confirmera ou infirmera, mais moi j'ai l'impression que des lieux tels que le Château d'Hérouville, non. C'est plus maintenant, ce sont plus des initiatives d'artistes qui tentent de créer des lieux d'enregistrement. Ce sont plus des home studios, on va dire. Je pense par exemple à Joe Homme, le leader d'un groupe qui s'appelle les Queens of the Stone Age, qui a son propre studio, qui est perdu au milieu du désert californien, où il accueille parfois d'autres artistes pour y enregistrer des albums. Mais des lieux tels que le Château d'Hérouville, d'une telle ampleur, et qui sont, comme on le dit, devenus un label de qualité, je pense que ça n'existe plus. Et puis surtout, même le mode de vie en soi ne serait plus forcément compatible, et les méthodes d'enregistrement. Toute l'industrie du disque a tellement changé, a traversé d'époques, qu'aujourd'hui, ça me paraît... Non, je ne pense pas que ça existe véritablement un lieu semblable. Laurent, votre livre regorge d'anecdotes qui racontent l'ambiance festive des lieux, comme l'histoire du concert orgie des Grateful Dead en juin 1971, sans trop en dire non plus, parce que peut-être qu'il y a des jeunes, des oreilles chasses qui nous écoutent. Est-ce que vous pouvez nous raconter cet épisode?
Ah oui, il est mythique en fait. Jerry Garcia, le Grateful Dead, devait faire un concert à Cergy, puis il y a eu des pluies diluviennes et le concert a dû être annulé dans le cadre d'un festival. Michel Magne, qui était un garçon exceptionnellement créatif, a dit non mais c'est quand même dommage d'annuler ce concert. Venez au château, j'ai un petit studio mobile, on va enregistrer un concert pour les habitants d'Hérouville et des villes avoisinantes. Et puis ça va être assez sympa, on va quand même sauver les meubles. Les voilà donc arrivés au château. Et puis évidemment, le LSD circule dans les bouteilles de vin, à même les bouteilles de vin. Un médecin est sur site et sur place, les pompiers sont là et tout le monde est défoncé, raide défoncé. Les pompiers terminent habillés dans la piscine. Le concert se termine à 3-4 heures du matin et il paraît, la légende dit, que dans les jours qui ont suivi, les sillons dans les champs autour du château d'Hérouville étaient tous sauf droits, tellement tous les gens du coin étaient encore sous l'emprise du LSD qui a beaucoup circulé cette nuit-là. Il y a un témoignage vidéo qui atteste de tout ça, qui a été enregistré par le frère de Dominique Blanc-Francard, Patrice Blanc-Francard, le producteur et journaliste, qui travaillait sur une émission à la télé publique à l'époque qui s'appelle Pop 2. Et c'est assez hallucinant de voir qu'on est en 71 et quand on dit qu'il est interdit d'interdire, là on est vraiment dans des années où il n'y a aucune contrainte possible et tout est permis. Dans la préface de votre livre, Benjamin Biolay dit que ce château est hanté par la musique et hanté par des esprits. Alors, est-ce qu'il y a eu des événements paranormaux ? Faites-nous frissonner. Alors, vous l'avez dit, vous connaissez bien l'histoire des châteaux et vous savez que croient aux esprits paranormaux ceux qui veulent bien y croire. Oui. Mais donc il y a plein de témoignages de gens qui décrivent des phénomènes pas complètement rationnel ni logique. Peut-être que sous LSD, aussi on rappeler... y croit plus. Exactement, Joe. Il faut rappeler quand même que nous étions à une époque où il n'était pas à l'eau claire et qu'effectivement, l'état d'esprit dans lequel vous êtes peut parfois vous amener à comment dire, se rendre compte d'événements qui n'ont pas forcément eu lieu. Donc on parle de grands bruits, de portes qui claquent, de lits qui bougent. Mais bon, si vous êtes un peu défoncé, que vous vous mettez au lit dans un état moyen, vous pouvez avoir le sentiment que votre lit bouge. Donc on en revient toujours à la même chose. Hanté, j'en sais rien. Habité, certainement. Ça, le château est habité et ça c'est sûr. On raconte aussi que Michel Magne aimait bien entretenir cette légende et que lorsque ses hôtes étaient assoupis ou pas tellement attentifs, il s'amusait aussi à créer des bruits, à faire bouger des chaînes dans les couloirs. Il y a même plus que ça, Joe. Il y a Dominique Blanc-Francard et quelques-uns de ses amis qui étaient assez facétieux. Ils se déguisaient en fantômes dans le parc du château pour faire peur aux hôtesses ou aux groupies qui avaient pu entrer dans le château des Pink Floyd et les filles hurlaient d'effroi. Et ça, c'était des blagues de potache. Ils se sont beaucoup amusés au château. Enfin, c'est ça, je crois qu'il faut retenir quand même. De 70 à 85, ce furent 15 années où ils se sont beaucoup marrés. Et c'est quand même bien de travailler dans cet état d'esprit-là. Et je pense que quand on est quelqu'un de créatif, si on est mis dans des bonnes conditions de travail, on sort des produits d'encore plus grande qualité et ça y participe beaucoup. Mais finalement, tous les deux, vous réjouissez, j'imagine, que la musique résonne de nouveau dans les studios du château d'Hérouville, puisque ça a été repris par un collectif d'ingénieurs du son. Ah, ça c'est formidable. Franchement, ce sont trois sauveurs. Hein. Il faut bien dire les choses comme elles le sont. Jean Taxi, Monsieur Baldacchino et un troisième qui ont repris en 2015 très courageusement le château d'Hérouville, essayant de le faire revivre, permettant que des lives, notamment pour Arte, y soient enregistrés. Catherine Ringer est venue avec les Sparks, Sting est venu, Mathieu Chédid est venu. C'est quand même formidable que, même si évidemment ça sera pas comme dans les années 70 parce qu'on a changé d'époque et vous l'avez très bien expliqué, mais qu'aujourd'hui ces murs puissent de nouveau proposer des enregistrements musicaux et que les artistes d'aujourd'hui puissent s'inspirer de ce qui s'est passé il y a 10 ou 15 ans, c'est exceptionnel. C'est quand même trop dommage que ce château soit resté à l'abandon pendant presque 3 décennies, ce qui est quand même énorme quand on y réfléchit. Et puis symboliquement, c'est aussi très très bien que cet endroit devienne aussi un endroit de formation où justement de jeunes ingénieurs du son puissent venir se former entre ces murs-là. Symboliquement, je trouve que c'est très beau. Oui, c'est bien. Merci à tous les deux. Merci Laurent Jaoui de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire
du château d'Hérouville, ce haut lieu du rock. Je rappelle votre livre Hérouville, le château hanté du rock, paru aux éditions du Castor Astral, tout comme votre dernier ouvrage Radio Rock, Les grands animateurs racontent. On remercie nos confrères de France Bleu Bourgogne pour la réalisation parfaite de ce duplex. Et puis, Joe, merci de... Je crois que vous avez un dernier mot. Oui, j'ai ramené aussi un autre ouvrage. Alors évidemment, je conseille fortement l'ouvrage de Laurent Jaoui, qui moi aussi m'a servi beaucoup de sources lorsque j'ai raconté l'histoire du château. Et également, si vous voulez voir l'histoire sous un autre prisme et un autre média, il y a une bande dessinée assez fantastique intitulée Les Amants d'Hérouville, une histoire vraie. Elle est formidable. C'est une très très belle bande dessinée. Non seulement elle est magnifique, il y a énormément de photos d'époque. Alors elle se concentre beaucoup sur l'histoire tragique de Michel Magne, mais à travers ça, elle raconte quand même beaucoup de choses qui se sont déroulées au studio. Par exemple, ce concert du Grateful Dead sur lequel on revient en long, en large et en travers. Et voilà, c'est vraiment un bel ouvrage qui est édité chez Delcourt Mirage, signé Yann Lequelec et Romain Ronzeau. Je vous le conseille fortement. Merci Avec beaucoup. l'apport de Marie-Claude Magne, Oui, qui est la deuxième épouse de Michel Magne, qui est toujours en vie et qui perpétue le souvenir du château et qui a beaucoup participé. Exactement. Merci à tous les deux. Et Joe Hume, merci d'avoir traversé le couloir pour nous. On vous retrouve ce soir, comme tous les soirs, à 21h dans Hey Joe sur Europe 1. Merci beaucoup. Historiquement vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.